on a quand même l'impression de revivre un mauvais rêve, vous voyez, de 5e élection en 3 ans. Et surtout, on a l'impression que, eh bien, ça ne va déboucher sur nulle part. Parce que lorsque on est à peu près à 70 jours du scrutin, lorsque vous voyez les sondages qui sont régulièrement publiés par les chaînes de télévision, eh bien, on arrive toujours à ce 59-61. Le plaisir de retrouver David Shapira. David, bonjour, Boker Tov. Bonjour et Boker Tov. Alors je rappelle que vous êtes guide, historien et on va dire un observateur avisé de la réalité israélienne et de la société israélienne et en particulier bien entendu de la vie politique et une vie politique qui revient, on va dire, qui sort d'une sorte de torpeur estivale pour se projeter vers les élections du 1er novembre. C'est encore loin, mais il y a déjà des éléments de réveil, on va dire, dans la vie politique israélienne, de l'extrême gauche à l'extrême droite, si je puis dire, avec les primaires hier du parti Meretz et les primaires également au sein de la formation sioniste religieuse de Bezalel Smotrich. Alors, on a beaucoup parlé de Meretz, on va parler avec vous plutôt de Bezalel Smotrich. On reviendra aussi sur Meretz et sur les résultats, l'élection de Zahava Galon, mais finalement, au sein du parti de Bezalel Smotrich, on a l'impression de prendre les mêmes et de recommencer. C'était indispensable, ces primaires, finalement, pour redéfinir une liste qui est déjà connue d'avance, presque. Écoutez, c'est déjà bien qu'il y ait des primaires dans un parti politique. C'est toujours mieux qu'un chef de parti nomme selon ses amitiés ou son degré d'intimité des personnes, des fois qu'on ne connaît pas. Les primaires dans un parti, ça donne toujours une image de démocratie, une image un peu plus sereine, un peu plus, je dirais, saine du parti en lui-même. Alors, ce qui est vrai, ce qui est exact, vous avez raison, c'est que, comme le dit l'Ecclésiaste, pas de choses nouvelles sous le soleil. Et en fait, ce qu'on voit avec le parti sionisme religieux, et d'ailleurs à peu près tous les partis, que ce soit même le Likoud ou bien Meretz, c'est qu'en fait, on est en train de revivre un genre de mauvais rêve. Je ne dis pas que c'est un cauchemar, parce que les élections, c'est toujours bien, dans le sens où c'est toujours un signe de démocratie, c'est un signe de liberté. C'est un fondement de notre liberté, mais on a quand même l'impression de revivre un mauvais rêve, vous voyez, de 5e élection en 3 ans, et surtout on a l'impression que, eh bien, ça ne va déboucher sur nulle part, parce que lorsque on est à peu près à 70 jours du scrutin, lorsque vous voyez les sondages qui sont régulièrement publiés par les chaînes de télévision, eh bien, on arrive toujours à ce 59-61, à ce 56. Bref, les deux grands blocs ne change pas. Sans la liste arabe, la liste unifiée, n'arrive pas à constituer une réelle majorité. Et moi, personnellement, j'ai très peur, je ne sais pas en ce qui concerne nos auditeurs et auditrices, mais j'ai très peur qu'on arrive à des 6e élections, plutôt, et pourquoi pas des 7e. C'est ça l'angoisse, en fait. Alors, vous voyez, oui. Alors, je voudrais qu'on se focalise un peu plus sur le parti de Bezalel Smotrich, qui pour l'instant se présente séparément de Ben Gvir. Alors, vous connaissez probablement ces deux principaux acteurs dans ce sionisme religieux. Finalement, selon votre appréciation, est-ce que même mathématiquement, il vaudrait mieux qu'ils se présentent séparément, pour obtenir un maximum de voix et que Bezalel Smotrich puisse aller glaner peut-être quelques voix dans un sionisme religieux un peu plus modéré, si je puis dire? Alors, Bezalel Smotrich, c'est une personnalité que je connais quand il avait 3 ou 4, 5 ans, 6 ans, parce que j'ai eu l'honneur d'étudier plusieurs années avec son père, le rabbin Avi Smotrich. C'est un enfant extrêmement intelligent, je dirais, il est extrêmement brillant, il est rapide, il parle d'ailleurs très très vite, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué la façon dont il parle, et son analyse est très forte. La chose qui manque, et ce que Bezalel a compris ces derniers temps, il manque d'abord dans son parti une représentation de ce qu'on pourrait appeler le sionisme religieux modéré, ce qu'il était à l'époque du Mafdal, des gens qui sont évidemment engagés idéologiquement, mais qui ne représentent pas un courant fort du messianisme exacerbé, d'une radicalisation tournée uniquement sur l'avenir de la Judée et de la Samarie. Et Bezalel a essayé ces derniers temps, sans grand succès, d'ouvrir un peu les rangs parce qu'il y a tout un pan de société qui appartient encore une fois à ce qu'on appelle
le courant religieux modéré, je dirais, et qui essaie de chercher sa voie et qui ne se reconnaît pas ni dans le nouveau Tsour qui est porte-parole de Itzhar, ni dans Witztrou qui habite Hebron, ni d'ailleurs dans Bezalel Smotrich qui lui-même se présente de façon assez vindicative et radicale. Alors, en ce qui concerne maintenant Otzma Yehudit, c'est-à-dire Ben Gvir, la puissance juive, là, Bezalel Smotrich s'est fait un petit peu, il s'est fait, si vous voulez, doubler à droite. C'est-à-dire que Ben Gvir est encore plus radical que Smotrich. Ben Gvir, c'est un phénomène qui est surprenant, qui est inquiétant, parce que sa campagne est fondée sur des bagarres avec les députés arabes, avec Ahmed Tibi et d'autres, et Mansour Abbas, qu'il traite d'ailleurs de traître au peuple juif et à Israël, etc. Le programme de Ben Gvir, le programme économique, le programme de société de Ben Gvir, je ne le connais pas, mais mis à part son profond mépris pour la population arabe et sa haine pour les Arabes. Donc vous voyez, c'est assez inquiétant. Alors, est-ce qu'il vaut mieux qu'ils se réunissent tous les deux ou pas? Personnellement, je préférerais que le sionisme religieux ne s'identifie pas avec le courant d'Itamar Ben Gvir, qui est pour moi très inquiétant, parce que ce n'est pas un modèle ni de démocratie, ni un modèle de société. C'est surtout un modèle qui est fondé sur la peur des Arabes, la haine des Arabes, et je ne vois pas autre chose au-delà du parti politique d'Itamar Ben Gvir. Comment vous l'expliquez justement, cette popularité d'Itamar Ben Gvir, elle est le reflet d'un état d'esprit au sein de la société israélienne d'une certaine manière aussi? Alors d'abord, nous avons vécu un événement absolument traumatisant il y a un peu plus d'un an, au moment de l'opération Shomer HaChomot, où toutes les villes mélangées, arabes et juifs, ont subi, je parle de la population juive évidemment, ont subi des pogroms et même des assassinats de la part d'une population arabe qu'on croyait déjà intégrée, parce que le corona nous avait donné cette image des Arabes israéliens qui sont dans les hôpitaux, qui sont infirmiers, qui sont médecins, etc. On était bercé par une certaine illusion, je dois avouer que moi-même également, où on ne pouvait pas imaginer que dans une opération qui ciblait le Hamas ou le djihad islamique à Gaza à l'époque, des Arabes israéliens qui vivent ici depuis des dizaines d'années et qui ont goûté à la démocratie, à la liberté d'expression, à la liberté de se déplacer, etc., au même droit que tous les citoyens israéliens, puissent prendre des pierres et des barres de fer, des gourdins, et aller se jeter sur des Israéliens juifs innocents qui se baladaient là et qui restaient chez eux. Donc il y a un désenchantement, il y a un énorme désenchantement. Il y a aussi, rajouté à cela, le fait que pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël, un parti arabe de Mansour Abbas Raham se joignent à la coalition gouvernementale et pour se joindre reçoivent des budgets, ce qui a donné une série d'inquiétudes et presque, je dirais même, à la rigueur de la paranoïa chez beaucoup de juifs qui pensaient que l'État d'Israël allait perdre son caractère juif et que toutes les valeurs juives allaient être dissoutes parce que maintenant on faisait rentrer un parti arabe et que c'était plus des partis religieux qui étaient au sein de la coalition gouvernementale. Tout ce mélange-là fait que, eh bien, Itamar Ben Gvir, qui n'avait il y a 2-3 ans aucune chance quasiment de passer seul et d'obtenir le seuil d'éligibilité, eh bien maintenant vogue, je dirais, sur une vague de populisme. C'est vrai que beaucoup de gens sont exacerbés par ce qui se passe dans le sud, dans le Negev, avec les Arabes qui s'amusent à faire du rodéo. C'est vrai qu'il y a une certaine méfiance qui s'est développée, une certaine distance qui s'est créée, un certain fossé depuis l'opération Shomer HaChomot. Il y a donc le mois de mai, il y a 15 mois, et ça laisse à réfléchir, et c'est désolant parce que en fait on n'a pas la solution, si vous voulez. La solution n'est pas, on ne voit pas la solution au bout du tunnel. Voilà, vous me demandez, en fait, on parle des élections, mais vous savez, Daniel, il y a 6 mois exactement, jour par jour, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a débuté. L'inflation dans les pays grimpe en flèche. En Europe, on se demande comment on va se chauffer au gaz cet hiver-là. Nous subissons de plein fouet aussi cette crise parce que les prix augmentent. Nos enfants, nos petits-enfants
n'ont pas de perspective d'acheter un appartement à un prix normal. Et je crois que ce qui est le plus inquiétant, c'est pas tout à fait les primaires. Excusez-moi de détourner un peu cette interview, Ouais. mais c'est comment vivre en Israël et comment bien vivre quand on entend que beaucoup de nos coreligionnaires et concitoyens retraités repartent parce que l'euro est tombé tellement bas par rapport au shekel qu'ils n'arrivent plus à vivre avec leur retraite. Alors oui, effectivement, c'est effectivement un problème, bien entendu, que dont nous débattons ici aussi sur ces ondes de Radio Kalita. Un dernier mot quand même pour revenir aux primaires sur la victoire de Zahava Galon par rapport à Yair Golan. Quelle appréciation donnez-vous de ce combat entre, on va dire, celui que certains observateurs ont appelé le spécialiste de l'extrême et celle que ces mêmes observateurs ont appelé une force tranquille du parti Meretz? Alors je crois que la leçon de ces primaires au Meretz, c'est que pour la plupart du temps, dans la majorité des cas, un bon général ne fait pas un bon politicien. Ce sont deux métiers, deux occupations différentes et souvent quand des généraux s'insèrent dans la vie politique, c'est pas toujours une réussite, ça n'a pas toujours été un exploit. Alors Yair Golan a eu des paroles qui ont été choquantes, des idées qui auraient pu être d'ailleurs énoncées de façon différente et de façon un peu plus intelligente. Je crois que c'est un éléphant un peu dans un magasin de porcelaine. Et puis pour le parti Meretz, je pense que Yair Golan était, je dirais, enrichissant d'un point de vue de la sécurité, parce que dans le parti Meretz, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de général au sein du parti, mais le faire, lui, dirigeant du parti, alors que il n'a jamais, il a toujours d'ailleurs été introduit sans être élu. D'en faire le dirigeant du parti, je crois que ça aurait porté préjudice pour Meretz. Et la preuve, c'est qu'on a été obligé d'appeler une dame qui a déjà un certain âge, qui était à la retraite, qui s'était retirée de la vie politique, ce qui prouve que Meretz ne voulait pas de Yair Golan et que Yair Golan doit ou s'adapter ou encore être un peu plus expérimenté dans la vie politique, ou il devra lui-même tirer ses conclusions. Comme vous l'avez dit, il est 5e, c'est même pas sûr qu'il soit élu à la Knesset. Donc Yair Golan ne convenait pas à ce poste-là de dirigeant d'un parti d'extrême gauche sioniste, certes, mais lui-même, avec ses formulations et ses phrases tout à fait choquantes, n'avait pas sa place à la tête du parti Meretz. Eh bien, David Shapira, merci beaucoup pour ces analyses autour de ces primaires et même donc de manière en extrapolant également vers la société israélienne. Bien entendu, on aura l'occasion d'en reparler de cette société israélienne, surtout à l'approche des élections. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. À bientôt.